En quelques semaines, 1000 bus neufs bouleversent les trajets quotidiens de Ouagadougou. Financés sans dette par l'or et le coton, ils promettent mobilité, emplois locaux et audit public, tout en exposant un test rare de souveraineté économique sous pression sécuritaire constante. Que change vraiment ce pari pour les familles pressées et pour Ibrahim Traoré face à des marchés mondiaux volatiles aujourd'hui et demain? Un modèle africain observé, contraint, potentiellement imité. Cette analyse s'engage sur une promesse simple: dépasser l'image spectaculaire des 1000 bus pour mesurer ce qu'ils révèlent réellement du pouvoir économique local. L'intérêt pour le lecteur est immédiat. Comprendre en peu de temps si ce choix audacieux ouvre une voie crédible ou installe un risque structurel durable. L'enjeu dépasse le transport urbain, aussi car il touche à la manière dont un État sous contrainte sécuritaire tente de produire des résultats rapides, visibles et mesurables. Le projet concentre des tensions rarement réunies: guerre interne persistante, pression terroriste, dépendance à des ressources naturelles volatiles et exigence sociale de bénéfices concrets s'y croisent. Chaque bus devient ainsi un indicateur: investissement productif ou pari fragile. Derrière la mobilité promise se jouent des arbitrages précis entre dépenses initiales, coûts de maintenance et résilience financière à moyen terme. En toile de fond, la figure d'Ibrahim Traoré incarne une méthode: utiliser un levier économique tangible pour tester la souveraineté, non comme slogan, mais comme suite de décisions budgétaires observables. Le risque était clair, tout comme la portée potentielle de cette démonstration. Dès les premières semaines, un chiffre s'impose et bouscule les attentes. Plus de 85 millions de dollars sont mobilisés sans dette extérieure, uniquement à partir de l'or et du coton nationaux. Engagé en pleine insécurité, cette somme place immédiatement le projet des 1000 bus dans une catégorie à part, où l'audace financière précède toute lecture idéologique. Cette initiative ne surgit pas dans un vide politique ou économique. Le Burkina Faso traverse une période marquée par la guerre interne, la pression terroriste et une défiance ancienne envers les modèles de développement fondés sur l'endettement extérieur. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré transforme une contrainte en démonstration. Utiliser des ressources internes comme levier visible, en mesurable et rapidement perceptible par la population urbaine. Les bus ne sont pas seulement des véhicules, ils deviennent un signal adressé aux citoyens comme aux observateurs internationaux. Le choix du transport public répond à une logique précise. À Ouagadougou, les déplacements quotidiens constituaient un frein concret à l'accès au travail, à l'éducation et aux soins. Avant le projet, la ville dépendait largement de minibus vétustes, irréguliers et saturés. En introduisant une flotte structurée, le pouvoir cherche un effet immédiat, capable de légitimer une stratégie économique plus large. La réforme n'est pas abstraite. Elle se voit et se vit dès les premiers trajets. Autour de ce noyau, une mécanique plus profonde s'enclenche. Les ateliers locaux sont réorganisés, des jeunes sont formés aux métiers techniques, et une chaîne d'assemblage et de maintenance commence à émerger. Ce pari sur les compétences locales vise à réduire la dépendance extérieure, non seulement financière mais aussi industrielle. Cependant, le contexte mondial pèse lourd. La dépendance à l'or et au coton expose le financement à la volatilité des marchés internationaux. Ibrahim Traoré assume ce risque comme le prix d'un test grandeur nature. La question centrale demeure: cette démonstration initiale peut-elle résister aux cycles économiques et sécuritaires à venir? Pour saisir l'impact concret du projet, il faut quitter les annonces et suivre des trajectoires individuelles. Le premier repère est celui d'un jeune technicien intégré aux ateliers réaménagés de Ouagadougou. Avant le lancement, son horizon professionnel se limitait à des emplois informels et instables, où en quelques mois, il acquiert des compétences mécaniques certifiées, participe à l'assemblage et à la maintenance des bus et entre dans une organisation de travail structurée. Le changement n'a rien de spectaculaire, mais il est décisif. Une insertion durable remplace une précarité chronique. Un second cas se dessine du côté des usagers.
Une employée vivant en périphérie réduisait auparavant ses déplacements pour éviter des trajets longs et imprévisibles. L'arrivée de lignes régulières transforme son quotidien. Les horaires se stabilisent, l'accès au travail devient plus fiable et la fatigue diminue. Pris isolément, ces gains paraissent modestes. Additionnés à l'échelle de milliers de foyers, ils modifient pourtant le rythme de la ville et la manière dont les habitants organisent leur temps. Alors, ces expériences révèlent une logique plus large. Le projet ne vise pas uniquement la mobilité, mais l'activation simultanée de plusieurs leviers. Emploi local, compétences techniques, productivité urbaine et confiance collective. En reliant les quartiers périphériques au centre, le réseau agit comme un accélérateur discret, réduisant des frictions quotidiennes longtemps considérées comme inévitables. Ces effets restent toutefois précoces et concentrés. Ils dépendent de la continuité de l'exploitation, de la maintenance et de la capacité à absorber les chocs économiques. À ce stade, l'expérience montre surtout qu'une politique ciblée peut produire des résultats rapides, même dans un environnement instable. Tout commence par une décision de rupture prise dans un contexte de guerre interne et de pression sécuritaire constante. Le pouvoir burkinabé tranche. Le projet des 1000 bus sera financé sans aucun recours à la dette extérieure. Ibrahim Traoré valide ce choix comme un acte fondateur, à la fois économique et politique. L'activation est rapide. Les dépôts de Ouagadougou sont réaménagés, les premiers flux financiers issus de l'or et du coton sont redirigés, et les commandes de composants sont lancées sans phase pilote prolongée. Le calendrier est volontairement serré, afin de produire des effets visibles avant que le scepticisme ne s'installe. La montée en puissance constitue le premier moment de tension. Les livraisons arrivent de manière échelonnée, obligeant les équipes locales à apprendre en produisant. Chaque retard technique se répercute immédiatement sur l'ensemble du planning. Les ateliers fonctionnent sous pression continue. Des jeunes sont formés en accéléré au métier de l'assemblage, de la mécanique et de la logistique. Cette phase met en lumière une contrainte centrale du modèle. L'absence de financement externe supprime toute marge de manœuvre budgétaire classique. Chaque problème doit être résolu en interne, sans amortisseur financier. Le point culminant survient avec la mise en circulation progressive des premiers rebus. La ville change de rythme. Des lignes clairement identifiées apparaissent, les horaires deviennent réguliers et les habitants commencent à adapter leurs déplacements. Le scepticisme initial cède la place à une adoption pragmatique. Le projet cesse alors d'être une promesse politique pour devenir une infrastructure vécue au quotidien. À ce stade, Ibrahim Traoré insiste sur la transparence comme condition de crédibilité. Les audits financiers sont publiés, les dépenses détaillées, et chaque étape est exposée comme preuve de gestion maîtrisée. Viennent ensuite les répliques. L'exploitation quotidienne révèle de nouveaux défis. Maintenance continue, disponibilité des pièces, formation des conducteurs, gestion des flux aux heures de pointe. Chaque bus immobilisé devient un signal négatif potentiel. Pour y répondre, une organisation locale de maintenance commence à se structurer. Des ateliers spécialisés émergent, réduisant progressivement la dépendance aux importations et raccourcissant les délais de réparation. Cette phase marque un glissement stratégique. Le projet ne repose plus uniquement sur l'investissement initial, mais sur la capacité à durer. Parallèlement, les effets systémiques apparaissent. Les quartiers périphériques gagnent en accessibilité, les temps de trajet diminuent et la productivité urbaine s'améliore. De nouveaux emplois se créent au-delà du transport lui-même, dans des activités liées à la maintenance, à la formation et aux services. Ces résultats renforcent le discours officiel. La souveraineté économique peut produire des bénéfices rapides si elle est ciblée et visible. Cependant, une menace demeure en arrière-plan. La dépendance aux revenus de l'or et du coton expose l'ensemble du dispositif aux fluctuations des marchés mondiaux. Chaque variation des prix plane comme un risque silencieux. La séquence complète révèle ainsi une dynamique en 3 temps, activation audacieuse, montée sous contrainte, puis stabilisation précaire. C'est précisément cette fragilité qui transforme chaque succès en argument et chaque difficulté en test décisif pour la vision portée par Ibrahim Traoré. Avant le projet, le transport urbain de Ouagadougou reposait sur une offre fragmentée,
peu fiable et largement informel. Après le déploiement progressif des 1000 bus, l'écart le plus lisible apparaît immédiatement. Les temps de trajet moyens diminuant d'environ 30% sur les axes les plus fréquentés, transformant une contrainte quotidienne en gain opérationnel mesurable. Cette baisse n'est pas qu'un confort accru, elle se traduit par une meilleure régularité d'accès au travail, à l'école et aux services de santé, ce qui stabilise les rythmes urbains. Un second chiffre structure l'évaluation financière. Plus de 80 millions de dollars sont mobilisés sans dette extérieure, ou exclusivement à partir de l'or et du coton nationaux. Cela signifie que chaque dollar engagé doit produire un effet rapide car il n'existe ni étalement de remboursement ni période de grâce. L'écart avec des projets comparables financés par des prêts multilatéraux est net. Ici, la contrainte budgétaire est immédiate, ce qui impose une discipline d'exécution et une priorisation stricte des dépenses. Le troisième indicateur concerne l'emploi. Le projet génère plus de 10 000 emplois directs et indirects répartis entre l'assemblage, la maintenance, l'exploitation du réseau et des activités connexes. Ce volume dépasse celui d'une simple exploitation de transport. Il révèle l'émergence d'une chaîne de valeur locale où la formation technique joue un rôle central. La compétence acquise par ces travailleurs constitue un actif durable. Il est susceptible d'être réutilisé au-delà du projet initial. Chaque chiffre appelle toutefois une lecture prudente. La réduction des temps de trajet se concentre principalement dans la capitale et ses périphéries immédiates. L'impact économique, bien que réel, reste donc spatialement limité. De même, les emplois créés dépendent étroitement du maintien de la flotte en circulation. Une baisse prolongée des revenus issus de l'or ou du coton fragiliserait la capacité à financer la maintenance et pourrait entraîner des immobilisations coûteuses. Un élément complémentaire mérite attention, même s'il n'est pas un indicateur économique classique, la publication régulière des audits financiers. Leur effet est indirect mais stabilisateur. La transparence réduit les risques de mauvaise allocation, ça améliore la confiance interne et renforce l'acceptabilité sociale du projet. Dans un environnement marqué par la défiance envers la gestion publique, cet aspect agit comme un multiplicateur de performance institutionnelle. Pris ensemble, ces éléments dessinent une trajectoire cohérente à court et moyen terme. Ils ne démontrent pas encore la soutenabilité de long terme, mais ils établissent une faisabilité opérationnelle sous contrainte. Ibrahim Traoré s'appuie sur ces écarts mesurables pour défendre une thèse précise. Un État confronté à l'insécurité peut néanmoins mobiliser ses ressources internes de manière efficace à condition de concentrer les investissements et d'en rendre les effets visibles. La question décisive reste ouverte. Ces indicateurs résisteront-ils aux chocs externes et au cycle des marchés mondiaux, ou ne constituent-ils qu'une photographie favorable dans un moment particulier ? Les critiques du projet avancent d'abord un argument macroéconomique solide, fonder un investissement d'infrastructures majeur sur deux matières premières expose mécaniquement le financement à la volatilité des marchés mondiaux. Les prix de l'or et du coton peuvent varier rapidement, indépendamment des décisions nationales. Dans un pays soumis à une insécurité persistante, une baisse prolongée des revenus réduirait la capacité à assurer la maintenance, à payer les salaires et à renouveler les équipements. Selon cette lecture, l'absence de dette extérieure supprime un amortisseur financier traditionnel plutôt qu'elle ne renforce la résilience. Un second argument met en cause la concentration géographique et sectorielle. Les bénéfices observés se concentrent largement à Ouagadougou, laissant une grande partie du territoire en marge. Les emplois créés, bien que nombreux, restent liés à un secteur unique. Les détracteurs estiment qu'un choc affectant le transport urbain aurait des effets en cascade sur l'emploi et la productivité locale. Le projet serait ainsi performant à court terme, mais insuffisamment diversifié pour constituer une base de développement équilibrée. Ces objections méritent d'être prises au sérieux, car elles pointent des vulnérabilités réelles. Toutefois, l'expérience en cours apporte des éléments de réponse partiels mais concrets. La dépendance aux matières premières est assumée comme un levier stratégique, non comme un angle mort. En publiant régulièrement des audits et en rendant visibles les flux financiers, le dispositif limite les risques de mauvaise allocation, même en période de tension.
Cette transparence ne neutralise pas la volatilité, mais elle en réduit les effets politiques et sociaux. Sur le plan sectoriel, les données disponibles montrent que la chaîne de valeur dépasse le simple transport. La formation technique, la maintenance locale et l'organisation logistique créent des compétences transférables vers d'autres activités mécaniques. L'investissement ne se limite donc pas à des actifs roulants, il construit un capital humain réutilisable, ce qui atténue le risque de concentration sans l'annuler. Enfin, le choix de commencer par la capitale répond à une logique d'impact rapide et mesurable. Il s'agit d'une phase test, non d'un aboutissement. Ibrahim Traoré défend ainsi une approche incrémentale, produire des preuves observables avant toute extension. Le débat reste ouvert, mais il s'appuie désormais sur des faits, plutôt que sur des hypothèses abstraites. À ce stade, le projet cesse d'être évalué uniquement à l'aune des montants mobilisés ou du nombre de bus en circulation. Le basculement se produit ailleurs, dans un détail souvent relégué au second plan, la capacité à assurer la maintenance avec des équipes locales. Tant que l'entretien dépend de fournisseurs externes, chaque panne menace l'ensemble du dispositif. Lorsque les compétences sont internalisées, le risque change de nature. Il ne disparaît pas, mais il devient plus maîtrisable. Cette évolution modifie profondément la lecture du projet. La question centrale n'est plus seulement « peut-on financer sans dette ?» mais peut-on apprendre assez vite pour durer sans dépendance ? La souveraineté économique apparaît alors non comme un état final, mais comme un processus exigeant, fondé sur l'accumulation de savoir-faire et la coordination quotidienne. Les ateliers, la formation continue et l'organisation logistique deviennent aussi stratégiques que les flux financiers initiaux. Ibrahim Traoré s'appuie sur ce déplacement pour recadrer le débat public. Les succès initiaux ne sont pas présentés comme des garanties, mais comme des preuves de méthode. Cette nuance est décisive. Elle admet l'imperfection et l'incertitude, tout en exigeant une trajectoire cohérente et transparente. À partir de ce point médian, chaque ajustement compte davantage que l'annonce fondatrice. Le projet entre ainsi dans une phase où la crédibilité dépend moins de l'audace initiale que de la capacité à tenir dans le temps. Pour les institutions publiques, le projet modifie d'abord la gestion quotidienne de la ville. La régularité des lignes et la visibilité des horaires facilitent la planification urbaine et réduisent la dépendance à des solutions informelles difficiles à encadrer. La baisse d'environ 30% des temps de trajet sur certains axes améliore l'accès aux écoles, aux centres de santé et aux administrations. Cet effet dépasse la logistique. Il renforce la crédibilité de l'action publique dans un contexte où la confiance institutionnelle est fragile et constamment mise à l'épreuve par l'insécurité. Du côté des entreprises et des acteurs économiques, l'impact principal concerne la productivité. Un net des déplacements plus courts et plus prévisibles stabilise les horaires de travail et réduisent les retards. Les petites activités dépendantes de la mobilité quotidienne, comme le commerce de proximité et les services urbains, bénéficient directement de cette régularité accrue. La création de plus de 10 000 emplois directs et indirects stimule également la demande locale. Cet effet d'entraînement reste toutefois concentré dans la capitale et dépend de la continuité de l'exploitation du réseau. Pour les habitants, les conséquences sont plus diffuses, mais profondément structurantes. Les familles vivant en périphérie gagnent un accès plus fiable au centre-ville, ce qui élargit leurs opportunités professionnelles et éducatives. Le temps libéré par la réduction des trajets se transforme en heures supplémentaires pour le travail, la vie familiale ou le repos. Cette amélioration du quotidien, rarement visible dans les indicateurs macroéconomiques, constitue l'un des moteurs essentiels de l'acceptation sociale du projet. Elle explique en partie la rapidité avec laquelle les bus ont été intégrés aux routines urbaines. À l'échelle régionale, enfin, les effets sont indirects mais déjà perceptibles. Le projet attire l'attention d'autres pays confrontés au même dilemme entre souveraineté économique et contraintes budgétaires. Il ne s'impose pas comme un modèle clé en main, mais comme une expérience observée de près. Les décideurs régionaux suivent la capacité du Burkina Faso à maintenir la flotte, à financer la maintenance et à résister aux fluctuations des marchés de l'or et du coton. Dans ce cadre, l'initiative fonctionne comme un laboratoire à ciel ouvert.
Ça. Ibrahim Traoré relie explicitement ces conséquences à une vision politique plus large. Il présente les gains de mobilité, d'emploi et de compétences locales comme des preuves que la souveraineté économique peut produire des résultats tangibles à court terme. Cette lecture reste prudente. Les bénéfices sont réels, mais conditionnels, concentrés et exposés aux chocs externes. L'ensemble dessine une mosaïque d'effets contrastés, qui varient selon les acteurs et les territoires. Ces conséquences ne figent pas un verdict définitif. Elles montrent ce que le projet permet déjà et ce qu'il n'a pas encore sécurisé. Le scénario de base repose sur une stabilisation prudente. Dans cette trajectoire, la flotte actuelle est maintenue sans expansion majeure. Les revenus issus de l'or et du coton restent suffisants pour couvrir la maintenance courante, tandis que les recettes du transport contribuent partiellement aux coûts opérationnels. La priorité est donnée à la fiabilité du service plutôt qu'à la croissance. Ce scénario consolide l'expérience comme preuve de faisabilité sous contrainte, sans transformer l'équilibre économique national. Il exige une discipline continue, une gestion fine des pièces et un pilotage serré des ateliers. Le scénario optimiste suppose une conjoncture favorable et une coordination administrative durable. Les prix des matières premières se maintiennent à un niveau soutenable, la situation sécuritaire ne se dégrade pas et les compétences locales gagnent en maturité. Dans ce cas, une extension graduelle vers d'autres villes devient envisageable, c'est avec l'ouverture de nouveaux ateliers et l'élargissement des programmes de formation. L'effet dépasse alors Ouagadougou et alimente une politique industrielle plus large, centrée sur l'apprentissage et la maintenance locale. Cette trajectoire renforce la crédibilité internationale du dispositif et ouvre la voie à des partenariats choisis sans renoncer au principe de financement interne. Le scénario de tension met en lumière les fragilités structurelles. Une baisse brutale des revenus liés à l'or ou au coton, combinée à une pression sécuritaire accrue, réduirait la capacité à financer l'entretien et le renouvellement des bus. Des immobilisations prolongées affecteraient la confiance des usagers, puis l'acceptabilité politique du projet. Dans cette configuration, le débat sur le recours à des financements externes réapparaîtrait, ça, non comme position idéologique, mais comme réponse à l'urgence opérationnelle. Le risque principal serait alors une rupture de continuité coûteuse à réparer. Face à ces trajectoires, une recommandation de méthode s'impose. Plutôt que de parier sur un scénario unique, la stratégie la plus robuste consiste à renforcer la flexibilité. Si les revenus se maintiennent, alors l'expansion peut être graduée. Si la pression augmente, alors le rythme doit être ajusté. Diversifier progressivement les sources de financement interne, préserver la transparence et protéger la maintenance comme priorité absolue deviennent des conditions non négociables. Ibrahim Traoré présente cette approche conditionnelle comme une manière de gouverner sous incertitude, sans figer l'avenir dans une promesse ou une crainte excessive. Mais ces scénarios ne prédisent pas un destin. Ils dessinent un champ de possibles destiné à guider des décisions adaptatives au fil des mois. Pour les travailleurs urbains, le projet transforme d'abord la gestion du temps. Des trajets plus courts et plus prévisibles réduisent l'incertitude quotidienne liée au déplacement. Cette stabilité améliore la ponctualité, limite la fatigue accumulée et permet une meilleure organisation entre travail et vie personnelle. L'effet est discret, mais il agit chaque jour, créant une forme de sécurité fonctionnelle dans un environnement marqué par l'instabilité. Chez les jeunes en formation, l'impact est plus structurant encore. L'accès aux ateliers d'assemblage et de maintenance offre des compétences techniques concrètes, immédiatement mobilisables. Ces savoir-faire dépassent le cadre du transport public et peuvent être transférés vers d'autres secteurs mécaniques ou industriels. Pour une génération souvent confrontée au chômage ou à l'informalité, cette expérience représente une insertion progressive dans une économie formelle plutôt qu'une opportunité ponctuelle. Pour les familles vivant en périphérie, le changement se mesure en possibilités nouvelles. L'amélioration de l'accès aux écoles, aux soins et au marché élargit le champ des choix quotidiens. Les décisions ne sont plus dictées uniquement par la distance ou l'imprévisibilité des transports. Cette ouverture progressive contribue à réduire certaines inégalités urbaines, même si elle ne les efface pas entièrement. Enfin, pour les citoyens observateurs,
Le projet agit comme un repère symbolique. Voir une infrastructure fonctionner sans financement extérieur visible modifie la perception de ce que l'action publique peut accomplir. Ibrahim Traoré s'appuie sur cet effet psychologique pour renforcer le lien entre politique économique et expérience vécue. Ainsi, l'impact humain ne se résume pas à un bénéfice unique, mais à une accumulation de changements ordinaires qui redessinent les attentes collectives. La première étape consiste à verrouiller la transparence financière comme norme permanente. La publication régulière d'audits détaillés doit devenir un mécanisme routinier avec des indicateurs simples et compréhensibles. Cette clarté réduit les soupçons, stabilise l'adhésion sociale et limite les erreurs d'allocation dans un contexte de ressources de contrainte. Sans ce socle, toute extension fragiliserait la crédibilité acquise. La deuxième étape vise la professionnalisation durable des compétences locales. Les formations initiales doivent être complétées par des programmes continus pour conducteurs, mécaniciens et gestionnaires du réseau. L'objectif n'est pas seulement de maintenir les bus en circulation, mais d'anticiper les pannes, d'optimiser les coûts et de raccourcir les délais d'intervention. La montée en compétences conditionne la réduction progressive de la dépendance technique extérieure. Troisièmement, la diversification des flux de financement interne devient indispensable. Sans renier le rôle central de l'or et du coton, l'État peut activer des revenus complémentaires liés à l'exploitation du réseau, à la publicité ou à des services annexes. Cette diversification n'élimine pas le risque, mais elle amortit les chocs liés au cycle des matières premières. La quatrième étape concerne une extension territoriale prudente. Toute expansion vers d'autres villes doit s'appuyer sur des capacités locales déjà préparées, avec ateliers et équipes formées en amont. L'enjeu est d'éviter un déploiement trop rapide qui diluerait les ressources et affaiblirait la maintenance existante. Enfin, l'implication citoyenne complète le dispositif. Des mécanismes de consultation régulière sur les lignes et les horaires renforcent la légitimité et améliorent l'ajustement opérationnel. Ibrahim Traoré présente cette séquence comme une méthode graduelle: consolider, apprendre, diversifier, puis étendre. La réussite ne tient pas à une annonce, mais à la discipline d'exécution. Dans les ateliers de Ouagadougou, un geste revient chaque jour. Or c'est discret et répétitif. Serrer un boulon, ajuster un panneau, vérifier un circuit avant la remise en service. Ce geste relie le projet des 1000 bus à quelque chose de plus profond qu'une infrastructure visible. Il incarne une volonté de produire, de réparer et de décider localement malgré la guerre et l'incertitude économique. La souveraineté prend ici la forme d'un travail quotidien, exigeant, sans garantie de succès immédiat. Ce motif renvoie aux transformations observées depuis le lancement du projet. Des compétences se sont installées, une mobilité plus fiable s'est imposée et une confiance partielle s'est reconstruite. Rien de spectaculaire, mais des changements concrets, inscrits dans les routines urbaines et les trajectoires individuelles. Alors chaque bus en circulation rappelle que l'autonomie économique n'est pas une déclaration politique, mais une pratique soutenue par la discipline et la continuité. Ibrahim Traoré inscrit cette image au cœur de son discours public. Il ne promet pas une réussite définitive, mais une direction assumée, fondée sur l'effort interne et la responsabilité collective. Cette posture résonne dans un contexte africain marqué par la fatigue des modèles importés et des promesses non tenues. Rien n'est acquis, tout reste fragile. Pourtant une trace durable demeure, celle d'un pays qui tente, ajuste et apprend à partir de ses propres moyens. Le projet des 1000 bus dépasse désormais le cadre d'une politique publique sectorielle. Il devient un point de référence pour celles et ceux qui interrogent les alternatives au modèle de développement fondé sur l'endettement extérieur. Sans être transposable telle quelle, l'expérience burkinabé alimente une réflexion plus large sur la capacité des États à mobiliser leurs ressources internes de manière visible, contrôlée et socialement utile, même sous contraintes sécuritaires. Cette expérience invite aussi à un débat plus nuancé. Elle montre qu'il existe des marges de manœuvre, mais qu'elles exigent discipline, transparence et acceptation du risque. Elle rappelle surtout que chaque choix économique implique des arbitrages concrets dont les effets se mesurent autant dans la vie quotidienne que dans les indicateurs financiers.
La question n'est pas de célébrer ou de condamner, mais de comprendre ce qui fonctionne, ce qui résiste et ce qui demeure fragile. Pour les observateurs, chercheurs, décideurs ou citoyens engagés, le cas porté par Ibrahim Traoré ouvre un espace de discussion exigeant. Il pose des questions sur la souveraineté, la résilience et la responsabilité publique, sans offrir de réponse définitive. Comment interprétez-vous cette tentative et quelles leçons méritent, selon vous, d'être débattues collectivement ?